Mesdames et messieurs, la tension monte au Cameroun. Après la victoire de Paul Biya, Issa Chiroma dénonce un véritable vol de son succès et la situation dégénère rapidement. L'armée est intervenue, tirant à balles réelles contre les manifestants. Une scène choquante qui plonge le pays dans une nouvelle crise politique. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre tous les détails de cette affaire explosive. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité politique africaine. Et de 8. Lundi 27 octobre 2025, la Cour constitutionnelle a déclaré le président Paul Biya, 93 ans, 43 ans au pouvoir, vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun. Un 8e mandat annoncé sous fond de violence et d'insurrection dans de nombreuses régions du pays. Comme si l'histoire bégayait, c'est encore un de ses anciens ministres qui revendique la victoire. Issa Chiroma Bakary, qui, à coup de procès-verbaux en sa possession, dénonce le vol de son succès. Le pays traverse l'une des crises post-électorales les plus sanglantes de son histoire récente, avec des affrontements et l'intervention de l'armée dans la rue qui tire à balles réelles face aux milliers de manifestants qui ont pris d'assaut les grandes villes, brûlant et saccageant tout sur leur passage. Comme on peut le voir sur les milliers de vidéos prises sur le vif qui alimentent les réseaux sociaux. Principale source d'information aujourd'hui, le monde évolue. C'est toute la communauté internationale qui s'inquiète. Faut-il craindre l'embrasement de ce pays moteur de l'économie de la région Afrique centrale? Petite fièvre post-électorale ou crise durable au Cameroun? Quelle solution pour un retour au calme dans ce pays qui montre de réels signes de division? Bonjour et bienvenue à Parlons Vrai, la tribune d'Afromédia qui s'est donnée pour mission d'évoquer, de parler, de débattre en toute liberté, sans tabou, de toutes les convulsions de notre planète. Un regard africain sans concession sur notre continent et sur le monde. Plusieurs invités sur ce plateau consacré à la crise post-électorale au Cameroun. D'abord, M. Abdelaziz Moundé, journaliste, consultant camerounais et enseignant à Paris. Bonjour Abdelaziz Moundé. Bonjour Alain Foucault. Second invité de ce plateau, Antoine Glaser, journaliste de renom, fin connaisseur de l'Afrique depuis une quarantaine d'années. Je vous conseille d'ailleurs sa dernière parution, Sombre Lagune, une fiction, une petite histoire d'espionnage sur fond de corruption qui nous amène à la découverte de nouveaux enjeux géopolitiques de la Côte d'Ivoire. Bonjour Antoine Glaser et merci d'être sur notre plateau. Bonjour Alain. Notre troisième invité sur ce plateau de PV est Maître Djemal Taleb, avocat au barreau de Paris, associé Diamatis & Partners. Il est membre du collectif des avocats de Issa Chiroma Bakary. Bonjour Maître Djemal Taleb. Bonjour Alain Foucault. Nous avions invité sur ce plateau une représentante du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Malheureusement, elle a décliné notre sollicitation au dernier moment. Nous sommes donc obligés, à regret, de faire sans. Antoine Glaser, comment vivez-vous cette violence post-électorale au Cameroun? Une énième crise ou une situation plus grave que par le passé? Enfin, je veux dire, moi, c'est le petit blanc des bords de Seine. Hein. Je n'ai pas la science infuse sur le Cameroun. Mais c'est vrai que j'ai suivi ce pays depuis... Malheureusement, compte tenu du fait que je suis un ancien, comme on dit, en Afrique, on ne dit pas des vieux, j'adore. Mais j'ai l'impression que c'est une crise qui est très différente des autres, du fait que les anciens comme moi, on se rappelle qu'il y a eu un coup d'État, tentative de coup d'État en 1984 dans ce pays. Et le fait que... Finalement, Issa Chiroma Bakary soit un homme du Nord, qu'il ait rallié un certain nombre d'autres, je veux dire, d'autres régions comme Douala, littoral, on ne peut pas dire que ça soit un conflit nord-sud, par exemple. Et ce qui m'a surtout surpris, c'est comment, ça n'a pas été vraiment relevé, comment... Il a appelé finalement à une sorte, à un renouveau du fédéralisme. Ça veut dire qu'il a tendu la main aux régions anglophones.
Et c'est ce qui me fait ce qui me fait dire que c'est une crise qui est quand même relativement différente parce que c'est une crise en même temps qui rappelle le passé, 84. Il y a eu quand même des milliers de gens lui-même, il était prisonnier. Et lui-même a été prisonnier pendant 6 ans avant d'accepter à 3 reprises des portefeuilles ministériels. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il s'est déclaré le 25 juin 2025. Hein, il s'est pas... Mais ça veut dire qu'il s'était préparé. Et je pense que c'est ce qu'il y a vraiment de nouveau. Ça veut dire c'était assez inattendu, finalement, même si quelqu'un de sa région, Bello Bouba Maïgari, s'était aussi prononcé. C'était assez inattendu. Et surtout, on a vu que ce n'était pas simplement le Nord, le Grand Nord, là où il y a le plus de population, Douala aussi, qui est extrêmement agité actuellement. Et donc, comme c'est quand même une fin de règne, quoi qu'on dise, du président Paul Biya, même s'il a toujours gouverné. Moi, j'ai toujours été honnêtement fasciné par Paul Biya, parce qu'il a toujours gouverné le pays derrière les rideaux du palais. C'est le président omni-absent, mais il est très fort, parce que lui, il a toujours gouverné avec les secrétaires généraux du ministère. Ça a toujours été un homme de l'appareil d'État, de l'État profond de la Côte d'Ivoire. Et c'est quand même très fort, il connaît très bien le pays, les rapports de force des uns et des autres, mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il était secrétaire général de la présidence du temps de Amadou Ahidjo et aussi directeur du cabinet civil. Donc, il y a l'appareil, ce n'est pas simplement des régions, c'est l'appareil d'État profond. Et la vraie question, c'est comment va réagir cet appareil d'État profond et en particulier, face à ce qui se passe dans la rue. Particulier les forces armées. Alors, Abdelaziz, quel regard vous jetez sur cette situation ? On évoquait tout à l'heure la singularité de la crise actuelle. Le Cameroun en a connu des convulsions comme celle-là dans différentes périodes de son histoire. C'était 55, c'était quand les Camerounais aspiraient à une indépendance portée par un parti qui avait un encadrement, une organisation structurée, l'Union des populations du Cameroun, donc les émeutes de 55 qui ont conduit à son interdiction. Puis une période de répression par les Français, les colons français, puis l'administration Ahidjo, jusqu'en 90, où ça reprend avec le 26 mai 90 à Bamenda, avec les 6 morts, une demande très forte de la population pour une démocratisation qui avait déjà été amorcée par Anissa Ekane, Yondo Black, qui avait été emprisonné l'année d'avant. Et qui est emprisonné encore aujourd'hui. Emprisonné aujourd'hui. Et justement, pour la boucle, on va revenir sur Anissa Ekane. Et entre 90 et 2008, il y a eu un passage comme ça où le pouvoir a repris un tout petit peu la main après avoir littéralement perdu l'élection en 92, même si officiellement, Biya a été déclaré vainqueur. Et en 2008, on a vu avec la contestation de la modification constitutionnelle des jeunes. Tiens, les jeunes, c'est 45%, 45 à 50% de la population, entre 15 et 25 ans. Et quand vous voyez dans les rues de Douala, de Touboro, de Menganga, de Garoua, on voit des gens extrêmement jeunes. Et au chômage. Au chômage, parce que, et justement, c'est pour cette raison que la longévité au pouvoir, cette crise-ci est le réceptacle et le syndrome de l'échec, effectivement, qui a été celui du président Biya. Une réussite personnelle, qu'Antoine Glaser pointait tout à l'heure. Entre 1962, il rentre à 29 ans au Cameroun comme chargé de mission, et 82, où il devient président de la République à 49 ans. C'est une réussite personnelle. Et un échec double, puisqu'il a une stratégie de croissance pour l'emploi, un DSCE qui dit qu'il va réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable et réduire le taux de sous-emploi. C'est-à-dire que tirer les jeunes du secteur informel où ils font des motos pour effectivement des emplois. Mais qu'est-ce qui se passe? Il devient le premier mototaximan, ça c'est son secrétaire général qui le dit, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui ne devrait pas être normal pour le normaliser.
normaliser l'écart et écarter la norme. C'est le propos d'un philosophe de regretter mémoire Mononzana. Et puis maintenant, il y a un opposant qui surgit. Il surgit sur quoi? Sur un travail de conscientisation qui est fait. Maurice Kamto, effectivement, qui pendant 7 ans est un opposant frontal au président Biya, donc qui non seulement éveille les consciences, chauffe les consciences, met un appareil au type UPC qui est organisé, structuré, etc., pour la conquête du pouvoir. Et puis, il y a Issa Chiroma qui sort des rangs en contestant 2 choses. La première, c'est l'obéissance du président de la République. Deuxièmement, il n'arrive pas à voir le président parce que pour lui, son interlocuteur ne doit pas être le premier d'entre eux, le premier ministre John Gouté, ça doit être le président de la République puisque c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. Et donc, par conséquent, cette crise, pour terminer sur cette séquence-là, si celui que Anissa Ekane a appelé le provocateur invétéré pensait que on va envoyer le BIR, envoyer les éléments de la gendarmerie et les militaires pour contrer un mouvement, c'est un échec total. Parce qu'il y a un volcan camerounais qui couvait. Il y a un mont Cameroun qui couvait et qui est en train d'exploser. J'ai envie que vous répondiez à la question qui est la mienne, qui est de dire, est-ce que pour vous c'est juste une fièvre comme celle qu'on a connue, que celle que vous venez de citer, ou vous pensez que c'est beaucoup plus profond et que là on entre dans quelque chose qui risque d'être durable?